Bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons le polycopié du chapitre OR1 Description des molécules et en particulier le savoir-faire B, dessiner les formes mésomères et les effets électroniques. B1, dessiner les effets inductifs. Notion d'effet inductif. Considérons une molécule dans laquelle on choisit un atome que l'on appelle le centre d'intérêt. Si un atome relié au centre d'intérêt par une liaison simple est plus électronégatif que le centre, il attire à lui les électrons de la liaison simple. On parle d'effet inductif attracteur noté -I. A l'inverse, si un atome relié au centre est moins électronégatif, il donnera une partie des électrons de la liaison simple. On parlera d'effet inductif donneur noté +I. Plus la différence d'électronégativité est grande, plus l'effet est grand. Deux remarques. Premièrement, en chimie organique, on considère que C et H ont à peu près la même électronégativité, donc il n'y a pas d'effet inductif entre ces deux atomes. Deuxièmement, l'effet inductif se propage en s'atténuant dans la molécule. Voyons cela sur un exemple. Soit la molécule de fluoroéthane. On considère le carbone relié au fluor comme centre d'intérêt. Déterminer l'effet inductif. Même question ensuite en prenant le fluor comme centre d'intérêt. Puis même question en prenant l'autre carbone comme centre d'intérêt, en comparant l'effet sur les deux carbones. Je vous laisse faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Comme le fluor est plus électronégatif que le carbone, il attire les électrons de la liaison simple. Donc si on prend le carbone comme centre d'intérêt, on dira qu'il y a un effet attracteur, -I du fluor, sur le carbone. Si par contre on prend le fluor comme centre d'intérêt, les électrons allant vers le fluor, on dira qu'il y a un effet inductif donneur du carbone sur le fluor. Et si on prend l'autre carbone comme centre d'intérêt, il y aura toujours un effet inductif attracteur -I, un peu moins fort toutefois, qui aura lieu à distance du fluor sur le carbone. Il y a un cas particulier étrange, mais qu'il faut bien retenir dans le cas des effets inductifs, c'est l'hyperconjugaison. En effet, dans le cas particulier où le centre étudié est un carbone de géométrie plane, concrètement, c'est le cas d'un carbocation ou d'une double liaison, alors on considérera que tous les groupes alkyles reliés à ce carbone auront un effet donneur +I. Ceci est un effet qui n'est pas dû à la différence d'électronégativité, puisqu'évidemment entre deux carbones il n'y a pas de différence, mais qui s'explique par le recouvrement des nuages électroniques dans cette géométrie particulière. Pour comprendre vraiment cet effet, il faut aller plus loin en chimie quantique et représenter le nuage électronique du carbone de géométrie plane, le nuage électronique du carbone de géométrie tétraédrique et voir que lors du recouvrement, quelques électrons sont en effet donnés au carbone de géométrie plane et nous expliquerons cela en détail dans le chapitre Q3 plus tard dans l'année. Pour l'instant, faisons deux exemples. Détailler les effets inductifs dans les molécules suivantes. Tout d'abord, le propène en prenant la fonction alcène comme centre d'intérêt, puis ensuite ce carbocation en prenant le carbone portant la charge comme centre d'intérêt. Je vous laisse faire et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Pour le propène, si on prend la double liaison comme centre d'intérêt, on voit qu'il y a un effet inductif donneur du méthyle, puisque le carbone de la double liaison est de géométrie plane, et qu'ici on a un groupe alkyle. Pour le carbocation, qui lui aussi est de géométrie plane, chacun des groupes méthyle ici va avoir un effet inductif donneur, donc 3 effets +I des méthyles sur le carbocation. B2, B3, dessiner les formes mésomères et les effets mésomères. Commençons par une définition générale des formes mésomères. Les formes mésomères sont les différentes formules de Lewis que l'on peut obtenir en déplaçant les électrons des doubles liaisons ou des doublets non liants de proche en proche dans la molécule sans changer les liaisons simples. Attention, donc on ne peut pas déplacer les liaisons simples pour faire de formes mésomères, ni bien sûr dépasser la règle de l'octet pour les atomes de la deuxième période. Par contre, il est possible de former des lacunes. Voici une illustration avec l'exemple le plus simple, l'éthène. La double liaison dans la molécule d'éthène, elle peut être déplacée sur l'atome de gauche ou sur l'atome de droite. Alors en réalité, ce n'est pas toute la double liaison qui est déplacée.
voici les deux liaisons qui forment cette double liaison. L'une va rester immobile, celle qui est dessinée en bleu ici, et seule l'une des liaisons, ici dessinée en rouge, peut se déplacer en allant soit sur le carbone de droite ici pour former un carbanion et un carbocation sur le carbone de gauche, ce qui nous donne une forme mésomère de l'éthène. Soit si on repart de l'éthène mais que cette liaison est donnée à gauche, on forme un carbanion à gauche et un carbocation à droite, ce qui donne encore une autre forme mésomère pour l'éthène. Donc l'éthène a trois formes mésomères, elles sont très simples, elles sont valables pour toutes les doubles liaisons d'ailleurs. En termes de vocabulaire, dans une double liaison, on voit que l'une des liaisons peut se déplacer, alors que l'autre doit rester immobile pour assurer une liaison simple entre les deux atomes. On appelle la liaison qui se déplace la liaison pi, qui est dessinée en rouge, ici et ici. Et la liaison qui reste immobile, on l'appelle la liaison sigma. L'intérêt des formes mésomères est que, en réalité, une molécule sera la moyenne de toutes ces formes mésomères, pondérée par un coefficient attribué à chaque forme mésomère, que l'on appelle son poids statistique ou sa représentativité. On utilise les critères suivants pour classer par ordre d'importance les formes mésomères et savoir quelles sont les plus représentatives et les moins représentatives. Le premier critère qui est le plus important, c'est que pour être représentative, une forme mésomère doit avoir le moins de lacunes possible. Ensuite, un autre critère en cas d'égalité sur le premier est qu'une forme mésomère doit avoir le moins de charges possible. Et puis un troisième critère, s'il y a égalité sur les deux premiers, c'est que s'il y a des charges, elles doivent être réparties en plaçant les charges négatives sur les atomes les plus électronégatifs et les charges positives sur les atomes les moins électronégatifs. Application. Classons les formes mésomères de l'éthène par ordre de poids statistique décroissant. On voit que, pour l'éthène, si je remonte, la forme 1 n'a pas de lacune, alors que les formes 2 et 3 en ont. Elle est donc clairement plus représentative que les formes 2 et 3. Pour les formes 2 et 3, elles ont autant de lacunes, autant de charges, et la position des charges ici n'est pas particulièrement différente en termes d'électronégativité, donc elles sont autant représentatives l'une que l'autre. Introduisons maintenant l'effet mésomère avec un autre exemple, le méthanal. De la même façon que pour l'éthène, écrivez les trois formes mésomères du méthanal et classez-les par ordre de représentativité. Je vous laisse faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici le résultat. De même que pour l'éthène, la double liaison peut être séparée en une liaison sigma et une liaison pi, et la liaison pi peut être donnée à droite ou à gauche. Lorsqu'elle est donnée à droite, la charge moins est sur l'oxygène et la charge plus sur le carbone, et lorsqu'elle est donnée à gauche, à l'inverse, on a la charge moins sur le carbone et la charge plus sur l'oxygène. Si on compare ces formes en termes de représentativité, la forme 1, qui est celle qui n'a pas de lacune, est la plus représentative, puis la forme 2 est plus représentative que la forme 3, puisque la charge négative ici est placée sur l'atome le plus électronégatif, contrairement à la forme 3. Dans l'ordre, on a donc la forme 1 très représentative, puis la 2, puis enfin la 3. Parlons maintenant d'effet mésomère. Pour étudier un effet mésomère, on choisit tout d'abord un centre d'intérêt que l'on souhaite étudier dans la molécule. Si un groupe relié à ce centre permet de dessiner des formes mésomères qui ont pour effet d'enrichir ce centre en électrons, alors on dit que ce groupe a un effet mésomère donneur, noté plus M. A l'inverse, si le groupe appauvrit le centre en électrons, on parle d'effet mésomère attracteur, noté moins M. Attention, seules les formes mésomères comptent pour l'effet mésomère, tout autre raisonnement est erroné. Appliquons cela dans le cas du méthanal. Si on choisit comme centre d'intérêt le carbone du méthanal, quel est l'effet mésomère? Je vous laisse réfléchir à cela sur votre polycopier et je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat. Puisque la forme 2 est plus représentative que la forme 3, et que dans la forme 2, le carbone porte une charge positive, alors quand on va faire la moyenne, la forme 2 étant plus importante, le carbone sera globalement appauvri en électrons par les formes mésomères. On dit donc qu'il y a un effet mésomère attracteur moins M sur le carbone. Une remarque intéressante ici, c'est que dans la fonction C double liaison O,
il y a sur le carbone à la fois un effet inductif qui va avoir lieu via la liaison sigma et un effet mésomère qui va avoir lieu via les formes mésomères de la liaison pi. Il y a donc deux effets qui sont distincts et qui s'additionnent. Voyons le cas maintenant de formes mésomères plus compliquées, la conjugaison. Lorsqu'il y a plusieurs liaisons pi proches les unes des autres, on peut dessiner de nombreuses formes mésomères pour une seule molécule. Cela peut aussi venir de la présence de lacunes ou de doublés non liants qui jouent un rôle dans les formes mésomères. En termes de vocabulaire, on appelle système pi l'ensemble des groupes qui peuvent intervenir dans des formes mésomères, c'est-à-dire les doublés non liants, qui peuvent donner des électrons pi, les lacunes, qui peuvent recevoir des électrons pi, et les doubles liaisons, qui peuvent donner et recevoir des électrons pi. On dit qu'il y a conjugaison lorsque l'on observe une alternance pi, sigma, pi, c'est-à-dire un système pi, une liaison sigma, un système pi, dans une molécule. Ceci va avoir pour conséquence la formation de nombreuses formes mésomères et une délocalisation des électrons sur une grande partie de la molécule. Dans ce cas, on ne représente pas toutes les formes mésomères, car il y en a trop, mais seulement les plus représentatives. Expliquons cela par un exemple introductif, le cas de la conjugaison dans la molécule suivante. Montrez premièrement qu'il y a alternance pi, sigma, pi dans cette molécule, puis dessinez les 4 formes mésomères de cette molécule. Je vous laisse faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans un instant. Voici la solution. Si on part de la forme 1 de la molécule, on voit qu'il y a une alternance pi, sigma, pi, puisqu'il y a double liaison, simple liaison, doublé non liant dans la molécule. La double liaison peut être donnée à gauche, pour donner ici un carbanion et ici un carbocation, ou à droite, pour donner un carbanion à droite et un carbocation à gauche. Puisqu'il y a alternance pi, sigma, pi, on va pouvoir ajouter une nouvelle forme mésomère. En effet, lorsque la double liaison est donnée à gauche, comme ceci, on va avoir ici la possibilité de rabattre ce doublet non liant qui peut se donner pour former une double liaison ici, puisqu'on avait formé une lacune, et obtenir une nouvelle forme mésomère. Pour simplifier l'écriture de formes mésomères, lorsqu'il y a conjugaison, on ne représente pas les formes mésomères pour lesquelles la double liaison agit toute seule sans faire intervenir l'autre système pi. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Eh bien, en fait, la première forme, la forme numéro 2 ici, on a simplement représenté que la double liaison allait vers la gauche pour donner ici un carbocation et un carbanion, mais finalement, on n'a pas du tout fait intervenir l'oxygène ici, qui était en conjugaison pi sigma pi avec cette double liaison. On le fait intervenir que quand on écrit la forme 3, où l'oxygène se donne. De la même façon, ici, quand on passe de la forme 1 à la forme 4, en donnant la double liaison à droite, on ne fait pas du tout intervenir l'oxygène. Donc en fait, ces formes ne représentent pas la conjugaison. Elles représentent juste le fait que la double liaison, naturellement, peut aller soit à gauche, soit à droite. Et elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. En plus, elles sont assez peu représentatives, puisque si on regarde la représentativité des formes qui sont ici, finalement, la forme 2 et la forme 4, qui sont celles qui nous intéressent le moins, ce sont celles qui ont des lacunes. Donc, elles sont beaucoup moins représentatives que la forme 1 et la forme 3. Donc pour simplifier l'écriture, on va décider de ne plus les représenter et d'aller beaucoup plus vite en représentant directement la forme 1 et la forme 3. Et pour ça, on va représenter les flèches qui représentent les déplacements de doublets de cette façon-là. On part de la forme 1 et directement on va représenter le fait que l'oxygène donne son doublet et que la double se rabat en une seule étape pour donner la forme 3. Ceci nous donne une méthode pour dessiner directement les formes mésomères. Et finalement, c'est cette méthode que l'on va utiliser. Je vais la détailler dans la partie 2 de la vidéo que vous pourrez trouver juste à côté.